Alors merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici. Donc Judith Partouche-Seban, je suis professeure de marketing à Paris School of Business et je suis également donc responsable d'une chaire que nous avons créée avec l'Institut Raphaël, qui est la chaire Living Health, qui porte précisément sur l'expérience patient. Donc nous, notre mission, c'est d'aider à mieux comprendre ce qu'est l'expérience patient et de déceler des leviers pour l'optimiser au quotidien. Donc on travaille en étroite collaboration avec des patients, des soignants, des aidants, mais pas que, aussi des communautés de patients également, pour optimiser l'expérience patient. Alors, l'expérience patient, qu'est-ce que c'est? Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, de plus en plus, notamment dans le cadre de la santé intégrative. Les deux ont un socle commun qui est vraiment l'idée de mettre l'humain au cœur de l'approche de santé. Et l'expérience patient, c'est justement ça. C'est l'idée d'aller au-delà de la prestation de services en santé pour y intégrer des éléments beaucoup plus humains, centrés donc sur l'individu et le relationnel. Donc nous, on va chercher à intégrer le vécu des patients, la façon dont ils vivent leur expérience de soins, à la fois au niveau individuel et collectif. Et donc, si on intègre ces éléments, ça veut dire aussi être capable de s'enrichir de ces éléments. On va parler de savoir expérientiel quand on va parler de cette expérience. Et notre vision aussi de l'expérience patient, c'est d'être capable de s'enrichir de ces savoirs pour venir faire évoluer les pratiques. Ça veut dire quoi? Alors, nous, l'expérience patient, on l'envisage souvent à trois différents niveaux qu'on pourrait s'imaginer sous forme de cercle concentrique. Niveau micro, méso, macro. Pour vous expliquer un petit peu, on a ces trois niveaux avec des interactions entre les trois. Et c'est notre façon de définir, nous, l'expérience patient. On a le niveau micro où on va s'intéresser à l'individu lui-même. Donc quand je parle d'individu, il y a bien sûr le patient, mais pas seulement. Donc on a toutes les parties prenantes, le soignant, les aidants. Et donc on va chercher à s'intéresser à l'individu, ses besoins, ses attentes, ses freins, ses émotions, son bien-être, ses mécanismes de défense aussi. Comment est-ce qu'il fait face à l'adversité? Quelles sont ses stratégies face à l'adversité? Donc ça, c'est le niveau micro. On a le niveau méso, où là, on va s'intéresser à l'individu dans son environnement. Donc on va s'intéresser aux interactions avec les différentes parties prenantes, parce qu'on sait très bien que ces interactions, elles peuvent être source de stress et d'anxiété, mais elles peuvent être aussi de belles opportunités pour regagner des ressources, renforcer sa résilience. Donc on va travailler sur ces interactions, à la fois dans le fond et dans la forme. Et puis on va aussi travailler au niveau macro, parce qu'on estime que l'expérience patient, c'est un projet fédérateur qui doit être porté par toute une organisation et pas seulement un service dédié. C'est vraiment un projet fédérateur porté par toute une organisation. Et donc on a cette vision, nous, qui est une vision non pyramidale. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre l'idée de placer le patient au cœur de la réflexion. Nous, c'est pas trop notre vision, notre approche. On met vraiment l'intégralité des parties prenantes au cœur de la réflexion, sous la forme d'une collaboration permanente entre les différentes parties prenantes. Donc c'est important aussi d'envisager l'expérience patient comme un projet global qui est partagé par toute une organisation. Donc on va travailler sur ces trois niveaux, mais l'expérience patient aussi, c'est l'idée de travailler sur différentes temporalités, puisqu'on ne va pas prendre la partie prenante, le patient à un instant T. On va le considérer sur différentes temporalités, donc avant, pendant, après. On va faire des études sur un soin, par exemple. On va analyser l'avant, le pendant, l'après. Donc on a par exemple des belles études sur la féminité à l'épreuve de la maladie et dans quelle mesure, par exemple, les femmes qui ont vécu l'adversité, la maladie, en viennent à redéfinir leur identité de femme. Donc on a vraiment cette temporalité, ce processus de reconstruction que l'on va mettre en évidence. Et l'expérience patient, c'est ça aussi. C'est non pas seulement prendre l'individu à un instant T, mais considérer différentes temporalités dans le cadre de l'expérience de soins. Donc voilà, donc je parle beaucoup d'études depuis tout à l'heure, donc on va être davantage dans des mesures de perception, des ressentis, donc des mesures subjectives qui vont venir alimenter la réflexion. Donc pour conclure par rapport à l'expérience patient, pour nous, notre approche, c'est vraiment de la considérer comme un... Alors c'est un élément de différenciation, c'est incontestable, tout le monde en parle. C'est aussi, à mon sens, une belle source d'innovation,
puisqu'en intégrant le savoir des patients, on vient proposer des approches thérapeutiques vraiment innovantes et complémentaires à ce qui existe déjà. Et puis, alors je parle beaucoup de savoir, d'expérience, mais je pense que tout l'enjeu de l'expérience patient aussi, c'est d'être capable de faire émerger ces savoirs. C'est très beau de le dire, mais dans la réalité, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi? Parce que le patient n'est pas forcément conscient du savoir qu'il a. Et s'il en est conscient, il n'est pas forcément toujours capable ou en mesure, du moins, de l'exprimer et de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc je pense aussi que tout l'enjeu de l'expérience patient, certes c'est très important, mais c'est également la méthode, les méthodes que l'on va utiliser pour arriver à faire émerger ces savoirs et par la suite, surtout, savoir comment les utiliser et comment faire en sorte que ces savoirs pris individuellement deviennent de vraies connaissances qui vont venir alimenter les pratiques au quotidien auprès des professionnels de santé. Merci beaucoup Judith. Alors on va l'applaudir. On a, je m'autorise dans la modération à évoquer 2 sujets qui ont été les premiers qu'on a travaillés. Est-ce qu'il existait, alors au début on est resté sur des notions d'une simplicité enfantine, des odeurs dans les salles d'attente qui faisaient que les patients se sentaient bien ou pas, donc du simple marketing olfactif. Et ensuite, tu nous parlais aussi de la science de mortalité, le fait de savoir que tu vas mourir et quel impact sur la consommation. Avant de rentrer dans des travaux un peu plus robustes, voilà les premiers échanges qu'on avait, et ça a été jusqu'à une chaire des chercheurs, un travail considérable dont on va parler. Est-ce que sur ces thématiques, tu peux donner quelques mots avec ton prisme à toi ? Alors, sur les thématiques sur lesquelles on a travaillé ensemble, il y a plusieurs aspects. Alors, on a, en fait, le point commun de tous ces différentes études, c'est vraiment la vulnérabilité et comment on approche la vulnérabilité, comment on la définit, comment est-ce qu'on peut définir un individu vulnérable. Alors, au départ, j'étais sur les consommateurs vulnérables, mais évidemment, là, j'ai élargi le cercle sur les individus vulnérables. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets en cours, si je devais en citer quelques-uns, les plus saillants, je pense, et qui rejoignent donc mes thèmes de mes travaux initiaux qui portent sur la mortalité et l'impact que ça peut avoir sur la consommation. On a une belle étude, par exemple, sur la peur de la récidive qui est liée à cette notion de mortalité. Alors, la peur de la récidive, il y a énormément de travaux qui existent déjà. Nous, on a voulu un petit peu prendre alors je dirais pas le contre-pied, mais en tout cas venir vraiment alimenter la littérature existante sur la récidive, en venant essayer de proposer une approche plus holistique, plus intégrative de la récidive, plutôt que de montrer qu'est-ce qui la provoque, comment elle se manifeste et quelles en sont les conséquences. C'est l'idée d'avoir vraiment un panorama très complet de toutes les situations, de toutes les ressources qui sont en jeu et qui manquent à l'individu lorsqu'il ressent cette peur de la récidive. Donc on cherche bien sûr à la définir, mais aussi à avoir une approche plus globale pour voir dans quelle mesure on peut mieux l'accompagner. Alors pourquoi c'est important ? On a beaucoup travaillé sur la santé émotionnelle et de se faire regarder par des acteurs qui ont une culture différente. Nous, on a appris la recherche qualitative et l'analyse, la méthodologie qualitative, alors qu'on est beaucoup sur des courbes, sur de la science dure, en fait, en cancérologie, grâce à ces chercheurs qui venaient avec un autre regard. Et un jour, effectivement, on était dans une thématique et les chercheurs sont venus nous dire de l'équipe, tiens, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas seulement mobiliser, comme vous nous l'avez dit, les ressources individuelles du patient, mais il y a des ressources interpersonnelles et il y a des ressources structurelles. C'est-à-dire que le système que vous avez mis en place, il raconte quelque chose. La capacité que vous avez eue à mieux réguler, mieux accompagner les liens entre le patient et les autres, ça raconte quelque chose. Et donc, on a changé notre vision de notre action et on a changé nos organisations de travail parce qu'on s'est fait raconter différemment par des chercheurs qui avaient une autre culture. Donc intégrer la recherche qualitative et ses méthodes, ça a été pour nos systèmes et nos organisations fondamentales.